Bonjour à tous, je retrouve aujourd'hui Cyril qui est vinaigrier à Féral-les-Corbières et qui va nous présenter tout son travail. Bonjour Cyril, merci de nous recevoir chez vous dans votre vinaigrerie. Alors en quoi ça consiste exactement le métier de vinaigrier? Alors le métier de vinaigrier, à quoi ça consiste? C'est un métier comme vigneron, hein, sauf qu'au lieu de faire du vin, on fait du vinaigre, hein, tout simplement. Alors vinaigre de vin, vinaigre balsamique. Il y a plusieurs familles, mais voilà, le métier, c'est de faire du vinaigre. Alors c'est avec votre vin? Et en grande partie. Balsamique à 100%, ensuite en vinaigre de vin, on est à 80% de ma production. Donc du Corbière? Corbière, bien sûr. Syrah principalement. Alors qu'est-ce qu'on fait après avoir mis le vin? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, après avoir mis le vin... Je suppose que c'est toute une technique. Ça dépend de quoi on parle. Balsamique, c'est du mou, jus de raisin. Donc on met le jus de raisin dans des chaudrons, on le fait réduire et on le met dans des grandes barriques, ici, pendant 4-5 ans. Et ensuite, je le mets dans des petites batteries de barriques de plus en plus petites. Vinaigre de vin, donc c'est d'abord du vin qui devient vinaigre. Et l'élevage se fait ici aussi, mais pas du même côté, puisque balsamique, c'est de ce côté. Vinaigre de vin, ça sera de ce côté. Voilà. Et on le laisse comme ça pendant 3-4 ans, voire 5. Après, ça dépend de ce qu'on veut, comme style de vinaigre, avec quoi on l'a fait, etc., etc. Mais ça, c'est un peu développé. Mais... Alors, comment vous êtes venu de viticulteur à vinaigrier? Alors, en fait, il faut savoir une chose, c'est que le vinaigre est la voie naturelle du vin. C'est-à-dire que, directement, après fermentation alcoolique, hein, le mou de raisin devient du vin. Hein, sauf que si vous ne le sulfitez pas, si vous le laissez à l'oxygène, il va devenir directement du vinaigre, naturellement. Voilà. Et comment j'y suis venu, c'est juste qu'il y a l'appel un peu de certains chefs qui, depuis pratiquement toujours, mais je l'ai connu depuis les années 90, demandent de bons vinaigres. Et c'est là que je me suis dit, pourquoi pas aussi, moi, me lancer donc, dans le vin, parce que je suis vigneron, mais aussi en tant que vinaigrier, puisque je fais maintenant 38 vinaigres différents. C'est presque, c'est toute une technique. Enfin, vous faites de la recherche presque, non? C'est complètement ça. On a des chimistes autour qui nous expliquent un peu les mécanismes, etc., surtout au départ. Mais je dirais qu'en gros, hein, sans aller trop dans l'explication, on a trois familles. Il y a 3 façons de faire. Il y a 3 techniques de vinaigre, ce qui fait que derrière, vous avez des textures qui sont complètement différentes. Pour moi, au magasin, on vend justement ces différentes textures. On fait ce petit parcours de dégustation, c'est plus facile. Mais j'ai des demandes aussi de chefs qui me disent, voilà, moi je voudrais de l'épais, je voudrais... Alors on va pas plus partir sur des balsamiques. Certains me disent, moi je voudrais que ce soit hyper tendu, très très fin, aromatisé, mais comme ça. Donc on va partir sur des aromatisations sans contact, par diffusion. Voilà, il y a plusieurs techniques, mais ça après, je dirais que c'est un métier qui n'est pas connu. Il y a tellement de choses à apprendre, à développer. Toujours, ça a l'air passionnant à vous entendre. Hein. Passionnant, vous êtes passionné, ça se voit. Complètement, oui, passionné, parce que justement, c'est pas un métier qui a été développé. Autant sur le vin, c'est difficile d'apprendre d'autres techniques que ce qui existe aujourd'hui. Autant sur du vinaigre, j'en suis qu'au début. Ça fait depuis 2006 que je fais du vinaigre. On apprend tous les jours, mais en plus, on fait tous les jours des choses, des techniques différentes. Là, on part sur des techniques d'amphore, par exemple. Je travaille l'amphore. L'amphore, l'avantage, c'est qu'on a la part des anges qui est à peu près 7-8 fois plus importante que dans du bois. Ce qui fait qu'on va épaissir, on va partir sur d'autres techniques, si vous voulez. Demain, on fait aussi des vinaigres fumés. Alors, on a un fumoir, on fait fumer du thym, du romarin, etc. Et on a ce côté un peu fumé. On le goûtera à midi, ça. Tu les vois pas, les chiens, là, ça va? Attends. Cyril, alors là, on est au stade de la mise en bouteille. Complètement. Donc là, on met en bouteille. Allez, merci beaucoup. Donc là, en l'occurrence, ici, on met en bouteille le balsamique abricot. Voilà. Donc ce sont les abricots du jardin là, que vous avez vu en venant. On les stérilise, on les met dans des bocaux, on les stérilise.
dans des chaudrons avec de l'eau. Et ensuite, on le met, donc ces bocaux, on les met dans le balsamique pendant 1 an. On filtre et ensuite, donc, ce sont des balsamiques qui ont à peu près 5-6 ans ici, tout compris. 5-6 ans. Le seul endroit donc, où on a en vente nos produits, c'est à la Grasse. C'est la raison pour laquelle, avec une petite machine comme ça, ça suffit pour faire nos petites mises, parce que ce ne sont que des petites quantités. Là, en l'occurrence, balsamique abricot, 110 litres. 110 litres pour l'année. Ah oui, donc en plus Seb, il m'en prend au moins 10 litres. Donc là, je vais vous dire, on est à bloc. ça fait qu'à part les chefs, les autres, on ne peut pas bénéficier, quoi. Il n'y a que les chefs qui peuvent bénéficier de vos vinaigres. Ça dépend combien vous me donnez. Non, je rigole. Non, bien sûr, on le vend. On vend ces produits-là au magasin. Mais on le vend, bien sûr, en petit conditionnement, parce que 110 litres pour passer l'année, c'est pas beaucoup. Ouais. C'est principalement réservé pour les chefs, quoi. Non, c'est réservé à ma clientèle donc, qui viennent chez moi. Et bien sûr, il y a quelques chefs, mais avec Seb, l'abricot, on le travaille encore. Soit on fait un abricot fumé, soit on y met un peu de safran, soit on y met quelques épices dont il a le secret. Ah oui, mais voilà, on va encore le retravailler. Du gingembre. Le gingembre, ça, il en faut plus. À un moment, le docteur il a dit tu passeras pas l'hiver. Donc le gingembre, il a arrêté. Puis j'ai eu un coup de téléphone de sa femme qui m'a dit il faut stopper là parce que maintenant j'en peux plus moi non plus. Donc voilà, à un moment, il faut prendre les bonnes. Alors nous voilà dans la boutique de Cyril. La boutique donc où on fait tout ce qui est donc vinaigre. De ce côté, ça sera plutôt balsamique avec les vins rouges. Quelques huiles d'olive parce qu'on a aussi 800 oliviers. On fait de la luc, on fait de l'olivière, on fait des fruités noirs, c'est-à-dire des olives matures à l'ancienne. Et de l'autre côté, on aura plutôt vinaigre de vin et tout ce qui est vin blanc, vin rosé. Voilà. On a vu tout à l'heure la vinaigrerie à Ferrals, avec toutes ces barriques. Il faut savoir qu'ici aussi, on met donc ce qu'on appelle des batteries de barriques, des barriques de plus en plus petites pour les élevages de nos balsamiques. De l'autre côté, elles ont entre 3 et 6 ans. D'abord, elles passent là, dans les grandes barriques, et c'est ensuite qu'on le met dans les batteries. Il faut savoir que les seuls vinaigres qui passent là sont les vinaigres balsamiques, mais nature. En fait, c'est une sorte de préparation d'agar-agar dans lequel on fait tomber une goutte de vinaigre. Et cette goutte, au bout de quelques secondes, va se gélifier. Et quand on l'enlève assez rapidement, l'idée c'est de gélifier le tour et de laisser le liquide à l'intérieur. Voilà. Donc là, on peut le mettre sur une huître. Non, prenez une cuillère. Chacun ses cuillères. Là, ça c'est le timut. Le timut, c'est le poivre du Népal. On craque, ça explose en bouche. Et on a ce côté agrumes, pamplemousse. Même sur des pâtes, ça marche super bien. Sur des fraises, sur des entrées, plats, desserts, il n'y a pas de souci, ça marche partout. Très très bon. L'abricot, donc les abricots du jardin, dans lequel on met un balsamique de 10 ans. Voilà. Et pour les dosages, tu as travaillé ça ou c'est c'est au fur et à mesure. C'est au fur et à mesure que tu te perfectionnes. Il n'y a pas que les dosages. Il y a les dosages, c'est une chose, mais il y a aussi le plus important, c'est au niveau de la stabilisation du fruit. Il faut savoir que j'ai une parcelle de chardonnay avec lequel, ou laquelle plutôt, je fais 5 vins différents. Je fais aussi tout ce qui est apéritif. Et en haut, d'un bout à l'autre, nous avons des vinaigres de vin. Alors, vinaigre de vin, sans rentrer trop dans le détail, il y a 2 familles, il y a 2 façons de faire. Soit la technique de mettre dans le vinaigre tout ce qui est miel, caramel, etc. pendant à peu près 1 an, et c'est le tout donc, qui devient du vinaigre. On est sur un vinaigre un peu doux, je dirais, et surtout hyper polyvalent. Déglaçage, réduction, fin de cuisson, etc., etc. Et on a aussi une autre technique qui est la technique d'aromatisation sans contact.
Alors, sans contact, vous allez me dire, on est des magiciens. Oui, un peu, parce que regardez, je vous fais voir. En fait, on met des poches de plantes d'épices au-dessus du liquide. On ferme les fioles hermétiquement. Et c'est l'évaporation qui crée la condensation. Où que j'aille, où que je sois, c'est jamais sans mes Smart Tonic. J'enlève, lunettes vue. Je remets, lunettes soleil. Elle s'adapte à toutes les situations. Et ça, c'est quand je veux faire la star. C'est vraiment la lunette des stars. Pardon Sharon, mais pour moi, un Smart Tonic, c'est avant tout la star des lunettes. Vous, je sais pas. Moi, c'est Afflelou. Dispositif médical. Alors, comme on est à la vinaigrerie de Cyril, je vous propose de faire des œufs de caille au vinaigre. Pour cela, c'est tout simple. Prenez, là j'ai pris 18 œufs de caille, du vinaigre à l'estragon et poivre du Népal, de l'hibiscus séché, et après vous pouvez rajouter toutes sortes d'herbes. Là j'ai pris du romarin, mais on peut très bien rajouter de l'estragon, du thym, du laurier, à vous de voir. Pour commencer, cuire 4 minutes les œufs de caille à l'eau bouillante. Mes œufs sont durs, mettez-les dans un bocal en verre, ajoutez la fleur d'hibiscus séchée, vos plantes aromatiques, et nous allons ajouter le vinaigre. Alors pour cela, on va mettre 50% vinaigre et 50% eau. Je rajoute l'eau et ajoutez le mélange dans les œufs. Fermez le tout et mettez une dizaine de jours au frigo. 10 jours se sont écoulés, mes œufs sont prêts. Et regardez le résultat. Les œufs de caille au vinaigre de Cyril. Et pour déguster, on va appeler Cyril. C'est mon ami. Goûte quoi ça? Allez. Et de votre côté, il ne reste plus qu'à déguster. Génial. C'est prêt. T'en as un autre là? J'ai pas bien goûté celui-là. Ouais, oh, celui-là en plus il est moche, regarde. Il est loupé en plus, celui-là il est pas pour toi. Non, c'est pas bon. Non, c'est dégueu, c'est dégueu. C'est pas bon. Et monsieur aussi là-bas, il a On dirait les œufs pour Pâques. Tu as le droit d'aller ou pas? Oui, allez. Et regarde, c'est pas beau. Il y a encore des dedans ou on mange? Tu le suces et tu le craches. Avec votre fourchette et votre couteau, vous avez le pouvoir de changer le monde. Qui ça, moi? Oui, vous, avec votre fourchette et votre couteau, vous avez quasiment les pleins pouvoirs. Vous en faites pas un peu trop, là? C'est parce que j'ai une grande nouvelle. Ok, laissez-moi deviner. C'est une pub pour un supermarché, c'est ça? Oui, pour Carrefour. Super! Encore une marque qui nous dit de mieux manger? Du blabla, quoi! Non, justement, Carrefour annonce le lancement de Act for Food, un programme mondial d'action concrète pour qu'on puisse tous mieux manger chaque jour. Et concrètement, vous allez faire quoi? Supprimer des pesticides chimiques, bannir sans substance controversée, améliorer le bien-être animal et garantir la transparence sur la traçabilité des produits. Doubler notre gamme Carrefour Veggie. Développer aussi le bio français. Ah oui, le fameux bio que personne ne peut se payer. Au contraire, Carrefour crée ses propres filières bio avec les producteurs. Pour les payer moins cher?
Non, justement. Comme ça, nos prix sont aussi bons pour eux que pour vous. Et vous allez vraiment faire tout ça? Oui, et on a déjà commencé. C'est ça, Act for Food. Venez découvrir toutes nos actions sur carrefour.fr et votez pour celle que vous préférez. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Alors là, je rejoins Missia qui est paysan herboriste et qui est dans son champ en train de nous cueillir des bonnes petites herbes. Missia, bonjour. Et bonjour, comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va. Alors, qu'est-ce que tu nous ramasses aujourd'hui? Eh bien là, aujourd'hui c'est du thym. Donc là on est en sortie d'hiver, on a les premières fleurs qui sortent de printemps. C'est la bonne époque là pour le thym? Tout à fait. En fait il commence, alors on est un petit peu tôt mais il commence à pointer, on aperçoit le bout des fleurs qui commence à pointer. Donc au niveau herboristerie, en fait, c'est au moment où on va le ramasser justement pour la tisane, quoi. Le thym, il vaut mieux le ramasser donc quand il y a la fleur? Au moment du bouton, en début de floraison. Après, ça va dépendre de ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'après, plus on va avancer dans la saison, plus il va se charger en essence et en goût, parce que c'est des plantes de garrigue, hein, donc plus elles vont lutter, plus on va rentrer dans des périodes sèches et chaudes, et plus ils vont se charger. Du coup, suivant ce qu'on va faire, on va le ramasser à des moments différents, quoi. Donc là, pour l'herboristerie, c'est le moment. Après, pour l'huile essentielle, on va plutôt attendre la fin de floraison, la pleine floraison. Et après, si on veut une herbe, un thym bien relevé et tout ça pour la cuisine, par exemple, on va plutôt attendre le mois de mai ou le mois de juin, quoi. Alors, rappelons que le thym, ça a plein de vertus digestives. Digestive, antivirale, anti-infectieux, tout ça. C'est vrai que le thym, c'est un peu une panacée, quoi. C'est-à-dire qu'on peut s'en servir pour plein de choses. Après, on connaît tous le thym dans la cuisine, hein, dans nos mélanges d'herbes. Avec quoi tu travailles comme autre herbe? Alors moi je travaille sur une trentaine de plantes différentes, hein. Donc il y a le thym, il y a le romarin, les herbes de garrigue, les sauges, origan, sarriette, les verveines, mélis, menthe. Et alors tu en fais quoi? Alors, soit on va en faire, en fait les plantes quand on les cueille, soit on va les mettre à sécher pour la tisane, soit on va les distiller donc dans notre alambic, dans notre atelier, et là on va en obtenir des huiles essentielles et des eaux florales, soit on va directement les transformer fraîches, plutôt en alimentaire, du coup en sirop, gelé. Ouais, et d'ailleurs ce que je te propose, c'est qu'on peut aller directement au labo voir l'alambic, parce que j'ai distillé du romarin justement. Et, allez, avec plaisir, on y va. Petite herboristerie, boutique, où on accueille du coup le public. Que ça sent bon. Voilà. Donc là c'est nos produits transformés, hein, une fois finis. Donc là on a les eaux florales en fait qui sont l'eau qu'on obtient à l'issue de la distillation, sur lequel surnage l'huile essentielle. Du coup, on a l'huile essentielle qu'on va utiliser plutôt, qui est vraiment le concentré de la plante, qu'on va utiliser en massage ou en arôme alimentaire. Et après, on a du coup l'eau florale qu'on peut utiliser du coup en lotion, cosmétique ou en médicinal, en boisson aussi. Donc après, là, suivant les plantes, on va bien sûr avoir des propriétés différentes. Et après, ça nous sert aussi de base pour faire une petite gamme cosmétique de baume et de crème à base de ces plantes. On a nos produits type herboristerie, donc en plantes séchées, donc qu'on a fait sécher du coup directement, donc soit en mélange, soit en plantes simples. Et puis les produits plutôt alimentaires, là du coup, avec les sirops, donc thym, romarin, menthe, lavande, donc on est vraiment sur la gamme garrigue. Les herbes de garrigue, l'ail des ours. Donc tout ça fait de façon artisanale, et alors on peut le trouver où? Alors, on est obligé de venir ici? Alors, on n'est pas forcément obligé de venir ici. Après, c'est très agréable. Voilà, c'est ça. On nous trouve sur le marché à la Grasse tous les samedis matins, et puis dans les boutiques spécialisées du département, au niveau des Biocoop, et puis bien sûr sur notre site internet, en fait, directement, hein, sur l'espinescence.fr, quoi. Et du coup, on va aller directement dans le labo. Alors là, c'est la partie où on transforme, justement, la partie de transformation, et on peut aller voir Alors là, alambic à colonne en cuivre, donc là c'est un alambic à l'ancienne, hein, qu'on retrouve ici.
dans lequel, là j'ai mis du romarin, parce que j'ai ramassé, j'avais besoin de distiller un petit peu de romarin pour faire de l'eau florale, justement. Alors, sur ce petit alambic, on a un petit peu d'huile essentielle, mais il faut vraiment des grosses quantités pour avoir de l'huile essentielle. Donc là, on fait ces petits alambics qu'on fait vraiment pour faire l'hydrolat ou l'eau florale. Donc le fonctionnement, en fait, c'est on a notre cucurbite, en fait, notre chaudière, dans lequel on a notre eau qui va bouillir. On fait bouillir l'eau, la vapeur d'eau va traverser la plante qui se trouve ici, en fait, dans le panier, la partie panier. Donc c'est un peu le principe de la cocotte minute ou du couscoussier. En fait, la vapeur d'eau va traverser les plantes, et en traversant les plantes, la vapeur va faire éclore les poches à essence. En fait, dans la plante, on a plein de poches à essence qui, c'est ce que quand on frotte, l'odeur, en fait. Donc l'idée de la distillation, ça va être de faire éclore ces poches à essence pour pouvoir les récupérer. Et du coup, la vapeur va les faire éclore, concentrer ici dans le chapeau, mener la vapeur dans le col de cygne. Donc la vapeur chargée d'essence va plonger ici dans le refroidisseur, dans un bain d'eau froide. Et en circulant dans l'eau froide, en fait, la vapeur va se recondenser et se mettre à couler ici. Et ici coule, en fait, du coup, le distillat, ce qu'on appelle le distillat, qui est le mélange d'eau florale et d'huile essentielle. Et on voit ici, on voit un petit peu, donc on a toute la partie eau florale en dessous, et on a une légère couche un peu huileuse qui surnage, qui est en fait l'huile essentielle. Et donc là, tu n'as pas fini le traitement. Alors là maintenant, donc là la distillation elle est finie, hein, donc on va là maintenant ce qu'il va falloir faire c'est séparer les deux phases. En fait on va séparer l'eau florale et l'huile essentielle, et pour ça, je peux te le montrer, hein, on va amener tout ça à l'ampoule à décanter. En fait. Donc l'ampoule à décanter qui va nous servir justement à séparer ces deux phases. Donc je vais verser en fait mon distillat, mon contenu ici. Je remplis mon ampoule à décanter. Et en fait, on voit bien là, du coup, l'huile essentielle qui va remonter en fait bien à la surface, toutes les petites gouttelettes d'huile essentielle qui vont remonter à la surface. Du coup, notre ampoule à décanter, bon, on va attendre normalement un certain temps. Et ensuite, en ouvrant notre robinet, on va vider par le bas la partie aqueuse, en fait, qui est le floral. Et dès qu'on va arriver à la jonction entre les deux, on va le couper pour séparer les deux. Voilà. Donc, en fait, on va faire quelque chose comme ça. Là, notre floral qui coule. Et tout ça, c'est du parfaitement bio. Ah oui, voilà. Alors là, bien sûr, en fait, nous, on travaille vraiment avec la plante sauvage ou cultivée, et puis bien sûr, on n'utilise aucun produit, aucun traitement sur la plante, tout ça. Alors là, voilà, on arrive à la jonction, et c'est là que, en fait, c'est technique. Hein. Et voilà. Du coup, là, on se retrouve vraiment qu'avec l'huile essentielle. L'huile essentielle, là-bas, au niveau. Eh bien, Missia, merci de cette visite parce qu'elle était très instructive. Eh bien, avec plaisir. Et puis, bonne continuation. Ouais, super. Écoute, là, maintenant, on va voir Fred. D'accord. De la Grasse. L'apiculteur. Ouais, l'apiculteur. Voilà, donc on y va. Allez, c'est parti. Allez, merci, Missia. Bonne journée. Merci, Missia. Au revoir. Je suis avec Frédéric. Frédéric est apiculteur et il va nous expliquer en quoi consiste son travail parce qu'actuellement c'est la période creuse et il ne peut pas nous le montrer. Frédéric, ton travail consiste en quoi alors le premier travail c'est l'élevage des abeilles. À partir du mois de janvier, dans le sud de la France, les abeilles se réveillent parce que les jours se rallongent. Donc elles commencent à rentrer du nectar et du pollen. Et il faut en général 3 cycles de ponte de 21 jours pour qu'elles soient suffisamment fortes pour monter en hausse. Notre première mielée, c'est le miel de romarin. Ensuite, nous pouvons aller sur les acacias, les châtaigniers, les bruyères, bruyères blanches, bruyères cendrées, bruyères calune, ainsi que les mielés d'automne après plus tard. Nous avons aussi notre gamme de pain d'épices que nous faisons au fur et à mesure de la saison. D'accord, donc là, qu'est-ce que c'est? Alors, nous appelons ça, c'est l'extracteur à miel. Alors, ça c'est le modèle radiaire. Nous mettons 44 cadres, les différents modèles
c'est juste plus la machine est grande, plus on met les cadres. C'est la force centrifuge qui va permettre d'extraire les cadres. Le miel va sortir. Qu'est-ce que c'est que tu appelles les cadres? Alors les cadres, ce sont les espèces de casiers que l'on met dans les ruches, où il y a la cire à l'intérieur, les alvéoles. On les positionne dans l'extracteur. Voilà. Et avec la force centrifuge, le miel va sortir et couler dans le bac en dessous, où il y a un filtre. D'accord. Tu en produis combien? C'est régulier? On peut produire, les quantités sont très irrégulières, notamment maintenant. Ça va de 12 kg à la ruche à 60 kg. Je suis toujours à la Grasse et je suis devant le restaurant Le 1900 où je vais retrouver Christophe qui est donc le propriétaire et le restaurateur. Christophe, bonjour. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Ça me fait plaisir de te voir. Alors, sur la Grasse? Sur la Grasse. Oh, super. Tu vois, regarde, j'étais en train de travailler la nouvelle carte des vins là, pour cet été. Voilà, avec les producteurs locaux. Voilà, les viticulteurs. Toi, tu travailles qu'avec du local? Oui, qu'avec du local. Oui. Alors, la cuisine, tu as une spécialité? Spécialité, déjà je fais produits frais, des produits d'ici, du terroir, des produits de la mer. Parce qu'ici, c'est pas parce qu'on est à la montagne, entre guillemets, à la campagne, mais ils aiment bien quand même les produits de la mer. Elle est pas loin, la mer? Elle est pas loin. Donc, oui, couteau en persillade, je fais beaucoup de sèches, des loups frais, et les fameux homards. Les fameux homards qui sont dans le vivier. Et tu utilises tous les produits locaux, donc tu nous l'as dit. Donc le vinaigre de Cyril, le miel de Frédéric. Le miel de Frédéric, tout ce qui est planche de fromage, je travaille avec donc Frédéric, donc avec le miel. Ses confitures pour le foie gras. Et bien sûr Cyril avec ses vinaigres qui sont merveilleux, et j'arrive à faire des choses merveilleuses avec ces produits, parce que ne serait-ce que les cœurs de canard avec son vinaigre à l'abricot, plein de choses avec ces produits de Cyril. Que tu vas nous faire goûter. Avec grand plaisir. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Ben voilà, le petit homard que vous avez vu tout à l'heure, donc je l'ai découpé en deux. Donc sur la plancha, pour pas dénaturer bien sûr le produit, un petit peu d'huile d'olive de Cyril Codina, et on met sur la coquille le petit homard. Donc j'ai coupé les pinces parce que c'est beaucoup pour que la chaleur rentre plus facilement. Et voilà. Combien de temps faut compter? Il faut compter une dizaine de minutes. Voilà. Et derrière, on rajoute un petit beurre persillé pour la chair. Et puis on sert comme ça. Alors, des petits cœurs de canard du Gers que je découpe en deux. Voilà. Toujours un petit peu d'huile d'olive. Et on jette ça sur la plancha. Voilà. Naturellement possible. Allez, on poivre. Et juste avant de servir, on va déglacer au vinaigre balsamique à l'abricot. Toujours pareil de Cyril Codina. Voilà. Une petite cassolette. Voilà. Et un petit peu de sel de Guérande. Voilà. Ah, on va goûter ça? Alors, David, chef. Si. C'est bon, hein? C'est bon. En attendant
que le homard finisse de cuire. Voilà, on va faire quelques petits couteaux. Alors toujours pareil, un peu d'huile d'olive. Alors je rajoute un petit peu de citron vert. On rajoute en fin de cuisson l'ail des ours, demi-cia. Et voilà les couteaux. Bonne dégustation. Alors notre petit tapas, bien sûr qui vient d'Espagne, c'est les petits padrons. L'Espagne, un petit peu d'huile. Petit homard breton à la plancha. Voilà. Donc ça c'est une petite planche de foie gras que je fais à la carte hein, avec un foie gras au torchon au moelleux de Cyril Codina avec un petit verre de moelleux, un petit pain grillé, de la confiture de notre ami Fred, de la miellerie, et avec un petit foie gras poêlé. Voilà, juste en cuisson, que je vais déglacer au vinaigre balsamique d'abricot de Cyril. Et quand tu dis poêlé, c'est juste... Tourne-retourne. Voilà, là c'est la cuisson du foie gras, c'est une poêle très très chaude. Très chaude et c'est vraiment très rapide en cuisson. Voilà, d'ailleurs là, il est prêt, on va le déglacer avec le vinaigre. Hop là. Voilà, on va laisser réduire. Qu'est-ce que ça apporte de déglacer au vinaigre? Déjà ça laque l'escalope de foie gras et ensuite ça lui apporte un goût. Au vinaigre, voilà. Et on va déposer ceci là et on va mettre le déglaçage du vinaigre. Et voilà là, le duo de foie gras du 1900 avec le moelleux de Cyril.